12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Quand elle a créé sa boîte quasiment à la sortie de l'école, je suis à peu près sûr qu'elle a pensé à moi. Et surtout à toutes celles et tous ceux qui, comme moi, ne comprennent rien à la technique web et sont même capables de faire planter l'implantable. Son truc à elle, c'est de faciliter la vie des e-commerçants en leur apportant une solution simple, une solution que tout le monde comprend. Avec elle, on pourrait parler de comment entreprendre à la fin de ses études, comment entreprendre au féminin, comment entreprendre en couple, comment entreprendre dans un secteur hyper concurrentiel, mais comme en plus elle apporte son soutien aux créatrices et artisanes françaises en organisant des marchés, on a surtout envie qu'elle réponde à la question que tout le monde se pose: est-ce que l'on peut encore vendre en physique à l'ère du Web 3.0 ? Caroline Jacquemin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. En ce moment, on est en pleine expansion de l'IA, c'est le sujet du moment, etc. Dans ton métier, justement, comment tu le perçois ? Est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est au contraire une force que tu vas intégrer dans tes solutions ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse noire ou blanche à cette question-là, parce que déjà l'IA est très nouvelle. Enfin, elle existe depuis un certain temps, mais telle qu'on la connaît actuellement, c'est très nouveau. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre dessus, justement, même le fait de la réguler. C'est un point qui est important. Nous, pour l'instant, on ne la voit pas comme une menace. Enfin, dans notre secteur, en tout cas, on a la chance de ne pas la voir comme une menace. C'est très différent, par exemple, dans le secteur de l'illustration ou de la photo. Et nous, de notre côté, on a décidé de voir ça comme un atout, dans le sens où on l'ajoute à la plateforme, mais pour pouvoir aider nos clients, justement, notamment sur des aspects de traduction et de correction de fautes d'orthographe. Et je dirais, nous, pour le moment, on se sent pas menacé. Je sais qu'il y a tout un sujet autour de ça. Moi, je vois ça comme un appui quand on l'utilise bien. Et dans tous les cas, pour l'instant, en tout cas, l'intelligence artificielle a aussi ses limites. Donc, ça ne dispense pas une intervention humaine sur beaucoup de points, notamment pour la vérification de ce que l'IA va créer. On verra où on en sera dans un an. Peut-être que j'aurai changé de discours. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on en est là. Mais pour les e-commerçants qui travaillent, qui sont clients chez vous, est-ce que c'est une solution que vous allez du coup intégrer pour aider les personnes qui font eux-mêmes leur contenu, justement, à faire du contenu plus facilement ? Oui, c'est une chose, on le voit d'ailleurs, beaucoup de plateformes l'ont ajouté, Canva, Notion, toutes ont sauté sur cette occasion-là. Et nous aussi, forcément, on y pense parce que quand on pense création de site, justement, la chose qu'on oublie souvent quand on crée son site, c'est la création de contenu qui va avec. Et c'est là où souvent le bas blesse. Et c'est pour ça, nous, qu'on pense l'ajouter à la plateforme, justement pour suggérer des contenus qui soient orientés forcément pour le référencement des sites et que ça aide les clients qui justement n'ont pas encore certaines notions. Et c'est vrai que sur ce point-là, l'intelligence artificielle est un vrai atout, justement quand on ne peut pas se former ou qu'on n'est pas une plume, et c'est pas grave. Et c'est pour ça, nous, qu'on pense l'ajouter, oui. Est-ce que l'IA, son principal atout dans le e-commerce, c'est pas surtout le profiling, c'est-à-dire l'analyse des datas laissées par celles et ceux qui achètent et qui permettent de profiler encore plus facilement des consommateurs potentiels ? Oui, peut-être. Enfin, après, en soi, pour ça, il y a déjà certains outils très avancés qui existent. Il y a tous les outils de data analytics, etc. C'est vrai que l'intelligence artificielle aurait peut-être une couche en plus dans l'interprétation des mouvements des utilisateurs, de leur manière d'acheter, vers quel produit ils s'orientent, de croiser en fait certaines données que les outils actuels ne croisent pas. Mais pour l'instant, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore vraiment utilisé comme ça, parce qu'il y a des limites même en termes de RGPD. Mais ça pourrait être un atout. Après, en soi, l'intelligence artificielle n'a pas certaines notions. Et justement, je trouve que ça ne dispense pas de l'expérience, en fait, et de bien connaître son utilisateur. Et c'est là aussi où on reconnaît les bons commerçants et e-commerçants. C'est ceux qui connaissent bien leur cible, qui l'étudient. Et pour ça, intelligence artificielle ou pas, c'est ça, en fait, qui est le plus important. Comment on fait quand on démarre un business comme le tien ? Je disais qu'il était concurrentiel. C'est vrai qu'il y a des tas de propositions, des no-code, des pas no-code, des très gros acteurs aussi.
Alors d'abord, pourquoi on prend la décision d'aller sur un secteur aussi concurrentiel, en fait ? Déjà parce qu'on est peut-être un peu trop téméraire, je ne sais pas. Après, comme dans beaucoup de secteurs où il y a énormément de solutions, en soi, tout le monde a sa place. Enfin, en tout cas, nous, on est parti du principe qu'on n'allait pas devancer tout le monde, prendre la place de WordPress, etc. Nous, on a senti qu'il y avait un besoin que certaines solutions actuelles ne remplissaient pas, parmi notamment les plus connues à l'époque. Et on s'est dit qu'on avait quand même quelque chose à faire, qu'on avait quelque chose à apporter. Et avant de se lancer dans vraiment le développement de la plateforme, Amel, je l'ai rencontré à peu près à ce moment-là. On a beaucoup échangé avec les personnes qui souhaitaient se lancer en ligne lors d'événements de networking, lors de... tout bêtement, quand les clients se connectaient à la plateforme, au début, j'étais assise à côté d'eux quand ils se connectaient pour voir comment ça se passait. Et en fait, on a senti qu'il y avait un besoin pour une solution beaucoup plus simple que les existantes. Et notamment, c'est bête, mais tout en français, avec un support en français. Et c'est vrai que beaucoup de solutions actuelles qui peut-être proposent ça sont très chères, ou bien sont très vite en anglais. Et qu'on le veuille ou non, même quand on est bilingue ou à l'aise en anglais, sur certains termes techniques, ça devient tout de suite compliqué. Et nous, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire là, sachant que pour nous, on n'est pas là pour vraiment écraser tous les concurrents. On est une brique en plus pour certaines personnes qui veulent se lancer en ligne et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans les autres solutions existantes. Est-ce que votre unique selling point, comme on dit, puisque on parle anglais, c'est pas justement l'accompagnement que vous proposez avec la plateforme ? Je dirais que oui. Enfin, c'est vraiment le point qui revient beaucoup. Sachant que nous, au début, pareil, Amel était là. L'une des choses qu'on mettait vraiment en avant, c'était le fait que nous, on ne prenait pas de commission sur les transactions. Le fait qu'on avait un accompagnement, que c'était en français, pour nous, c'était un truc normal, mais on ne s'était pas rendu compte à quel point c'était important. Et finalement, en fait, justement, en échangeant beaucoup avec nos clients, en ayant leur retour, parce qu'on a fait des études, on a échangé avec eux, on fait des embarquements en visio avec chacun de nos clients. Et en fait, on a réalisé qu'à chaque fois, le point fort, même celui dans les avis, c'était cet accompagnement en français avec un humain. Et en soi, on n'est pas les seuls à avoir compris ça, parce qu'il y a beaucoup de SaaS, de solutions en ligne, qui ont aussi commencé à proposer ce type d'accompagnement humain. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre différence par rapport à d'autres concurrents, effectivement. Comment vous avez trouvé vos premiers clients ? On les a harcelés. Non, en fait, la stratégie... Oui, tout bêtement, la stratégie qu'on a adoptée, c'était d'aller les rencontrer physiquement. Parce qu'on a assez vite compris que le digital, ça peut faire peur, parce qu'on ne voit pas forcément d'interlocuteur en face. Et le fait de pouvoir se connecter facilement à une plateforme et d'être trop libre dessus, ça faisait peur aux gens. Et donc, du coup, notre parti pris, ça a été d'aller d'événement professionnel en événement professionnel et de vendre ViveLab. Donc la prospection, elle a commencé sur le terrain, en fait, humainement. Et après, moi, j'ai démarché physiquement, par téléphone, en proposant des rendez-vous, etc., chaque potentiel client. Et la stratégie qu'on a adoptée, c'est qu'on a proposé la plateforme gratuitement à certaines personnes au début pour avoir des retours forcément sur l'interface et aussi avoir des sites à présenter à d'autres potentiels clients qui, eux, paieraient. Et ça a été une stratégie payante pour nous. Les commerçants avec lesquels tu travailles aujourd'hui, la partie e-commerce, ça représente 100% de leur activité. Une partie infime de leur activité, c'est devenu leur nouveau métier. Comment ça se passe ? Je dirais qu'il y a eu un switch avec le Covid. Parce que peut-être, en tout cas, nous, à l'époque, on a lancé la solution. Il y avait peut-être plus de gens qui s'imaginaient vivre à 100% du e-commerce. Et en fait, c'est très dur de vivre à 100% du e-commerce. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et puis, finalement, on n'est pas si visible que ça en ligne. Et donc, aujourd'hui, je dirais, beaucoup de nos clients, c'est 50% de leur activité. Parce qu'ils ont peut-être souvent, ils ont des boutiques. Où ils vendent en événements physiques, type salon, marché, etc. Ou tout bêtement, en fait, ils ont d'autres activités. Donc, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui cumulent en fait des métiers qui ont plusieurs casquettes. Donc, potentiellement un CDI, plus leur boutique en ligne, etc. Et puis, il y a aussi, on le voit, au début, ils avancent petit à petit. Donc, ils commencent avec un petit site. Et puis, finalement, quand ça marche bien, là, ils augmentent le nombre de produits, puis le nombre de clients, puis ils améliorent leur stratégie, et ainsi de suite. Mais pour la plupart, c'est à peu près 50 à 60% de l'activité, le e-commerce. Et puisqu'on parlait de physique, donc tu
organises, tu imagines, tu inities des marchés pour les créatrices et les artisanes françaises. Oui, voilà, comme si Vive Lab, c'était pas assez. Alors, en vrai, pour la petite histoire, pour Vive Lab, mon associé, c'est Jean-Michel. Et pour les Mariettes, du coup, les marchés, c'est Clara. Et dans les deux cas, en fait, ce qui a été à l'initiative du projet, c'était d'accompagner les entrepreneurs. Alors, c'est vrai que pour Vive Lab, c'est un certain type d'entrepreneurs, notamment les personnes en reconversion, les commerçants. Et pour les Mariettes, c'est beaucoup les créatrices, illustratrices et artisanes, souvent entre 20 et 35 ans. Et on a remarqué qu'il y avait finalement pas forcément beaucoup d'événements, mais qui mettaient en avant leur métier, où elles pouvaient se rencontrer. Et l'idée, c'était au-delà des marchés, de leur mettre à disposition ces moments d'échange pour qu'elles puissent se rencontrer. Parce que les Mariettes, en fait, on les a créées au moment du Covid, c'était en 2020. Et il y a eu on l'a tous vu, il y a eu un vrai sentiment de solitude pour les personnes qui travaillaient seules. Et du coup, nous, on avait envie de lutter contre ça. Donc, au début, comme on l'a créé pendant le Covid, ça a été une communauté en ligne. Et on avait créé des initiatives solidaires autour de ça. Et finalement, quand on a fait notre premier événement physique en juillet 2021, il y a eu un boom. Enfin, on s'est rendu compte qu'au-delà du fait qu'elles vendaient, que c'était cool, qu'elles pouvaient se faire connaître de leur clientèle, c'est surtout le fait qu'elles se sont rencontrées. Et que depuis, à cet événement-là, il y a des amitiés devant l'éternel qui se sont créées. Et on s'est dit, il y a un truc à faire. Il y a une communauté à créer. Elles ont besoin d'infos, elles ont besoin d'échanger entre elles, elles ont besoin de se rencontrer. Et c'est pour ça que depuis, par exemple, on a créé des afterworks pour créatrices, des conférences et ainsi de suite. Vous avez créé un mouvement, quoi. Oui, on essaie de se dire qu'on a contribué à ça. Et finalement, c'est elles toutes qui participent à ça. Mais oui, on a senti qu'on avait créé quelque chose et on en est très fiers aujourd'hui. Enfin, on est très fiers d'avoir construit cette communauté et qu'elle soit aussi bienveillante toujours. Et pourquoi être venue sur ce créneau en particulier, qui, objectivement, aujourd'hui, intéresse pas grand monde en termes d'investissement, en termes de business, c'est quoi? C'est une passion? C'est une conviction? C'est quoi? Oui, déjà, il y avait une passion au départ. Parce que moi, déjà, de mon côté, j'aimais beaucoup acheter de l'artisanat auprès de petites entreprises. Et aussi parce que, en fait, finalement, s'il y a des opportunités, en soi, on ne se rend pas forcément compte, mais ces activités-là, elles génèrent du chiffre. Et en plus, comme je disais, souvent, par exemple, souvent les créatrices et artisanes, elles ont cette activité où elles vendent des produits, mais elles sont souvent aussi freelance à côté. Et donc, dans certains de nos événements, par exemple, le Festival des illustratrices qu'on a créé, qui est un événement dédié aux illustratrices, c'est pas rare qu'elles soient démarchées par des entreprises pour des contrats. Et du coup, en fait, ça crée beaucoup de choses autour de ça. Et justement, on sent qu'au-delà de l'aspect événementiel, il y a cette création d'opportunités. Et justement, on grandit vers ça. Enfin, on est en train de créer différents services, justement, pour les accompagner là-dedans. Pour le coup, autant sur l'e-commerce, vous êtes sur un secteur concurrentiel, autant là, c'est beaucoup plus tranquille. C'est plus tranquille, mais c'est quand même concurrentiel. Enfin, il y a des initiatives depuis longtemps qui organisent des marchés autour de l'artisanat. Alors, pas forcément les artisanes et créatrices, mais il y en a, il y a de la concurrence. Mais c'était peut-être moins difficile dans le sens où il y a beaucoup de petites initiatives. Et là où nous, on a pu tirer notre épingle du jeu, c'est que... moi, déjà, j'étais entrepreneuse depuis quelques temps, donc j'avais l'organisation. Et on avait peut-être une bonne connaissance du marché. Et donc, du coup, il y a certains écueils qu'on a évités. On est toutes les deux communicantes au départ. Donc, du coup, ça a été beaucoup plus facile de communiquer sur ce qu'on faisait, de présenter ce qu'on faisait. Donc, effectivement... Caroline, il y a un principe dans le 12-12, c'est que celles et ceux qui regardent posent des questions. Et c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors Caroline, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans l'accompagnement des artisans? Bon, tu as répondu juste avant, donc je pense qu'on va passer à la question d'après. Quels éléments clés considérez-vous lors d'une création de site? Alors, dans le cas où nous, on crée un site, alors effectivement, il y a des éléments clés comme le fait qu'il y ait une identité visuelle ou pas, donc logo, charte graphique, aussi le fait que
l'activité soit bien définie ou pas. Enfin, dans tout cas, dans le cas où nous, on crée les sites pour des clients, parce que ça peut arriver, c'est un truc qui est hyper important, parce que si jamais l'activité n'est pas bien définie, on sait que créer le site, ça va être compliqué et que ça va être peut-être même ne pas aboutir et que du coup le site ne verra pas le jour. Et l'autre point aussi, c'est le fait qu'il y ait les contenus. Alors ça, nous, justement, on peut accompagner les clients dessus, mais il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, comme les offres, l'argumentaire, etc. Et donc ça aussi, c'est une chose qui est importante. Et après, c'est les points les plus importants, parce qu'en soi, nous, en plus, quand on crée des sites, on est souvent à une étape de leur projet à eux, où ils viennent de créer l'entreprise. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, on tient aussi à rappeler qu'un site, ça évolue dans le temps. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous, quand nous, on crée les sites, de leur expliquer comment gérer leur site pour qu'ils puissent évoluer avec leur activité. Donc, qu'ils n'aient pas à passer par nous par la suite. Et c'est pour ça aussi, quand ils le créent en autonomie sur la plateforme, qu'on fait ces embarquements de 30 minutes en visio pour leur expliquer le fonctionnement, pour qu'ils puissent au mieux faire grandir leur site avec leur activité. Parce qu'en soi, logo, contenu, c'est les plus importants. Et après, par la suite, ajouter des formulaires, ajouter des plannings de prise de rendez-vous, ça peut arriver par la suite. C'est pas grave si c'est pas présent tout de suite. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ces éléments-là, il ne faut pas qu'ils se forcent à les mettre tout de suite s'ils ne se sentent pas capables de les gérer, que ça viendra ensuite et qu'ils peuvent nous solliciter pour les aider à mettre en place via le chat, par exemple. En fait, c'est quasiment une agence hybride que vous avez créée, c'est-à-dire à la fois une solution technique, donc on dit un SaaS, c'est ça, et en même temps un accompagnement, des propositions, un vrai business d'agence conseil, quoi, en fait. Oui, alors justement, là, je peux l'annoncer en avant-première. On est en train au début, il y avait la plateforme ViveLab et ce qu'on appelait l'agence ViveLab, mais il y avait confusion, en fait, sur le fait que tu peux faire ton site tout seul sans faire appel à nous, ou tu peux faire appel à nous pour qu'on fasse le site. Et du coup, là, on est en train de séparer les deux. Et donc, il y aura la plateforme qui sera ViveLab et l'agence qui va avoir le jour bientôt. On va l'annoncer normalement fin août, pour bien différencier les deux, parce qu'en fait, même dans notre équipe, c'est des personnes différentes qui s'occupent de la création de sites et d'autres personnes qui s'occupent de l'accompagnement des clients sur la plateforme. Voilà. Autre question, quel conseil vous donneriez aux artisans ou aux artisanes ou aux créatrices qui souhaitent développer leur présence en ligne avec un petit budget ? Ça coûte combien déjà de participer à un de vos événements ? Alors pour les mariettes, ça dépend. C'est entre 150 et 350 € la place pour la durée de l'événement, qui peut durer de 2 à 3 jours. Vous, basiquement, vous allez voir des mairies. Comment ça se passe ? Vous réservez un emplacement ? Vous réservez une place de marché ? Vous faites comment ? En fait, nous, on loue des lieux. Donc, c'est souvent des espaces pop-up store ou tiers-lieux. Okay. Donc, c'est pour ça que ça représente une petite somme. Donc, le prix de la location du stand pour chaque événement peut varier selon le prix du lieu. Mais ça représente un coût. Mais en soi, nous, justement, par rapport à la concurrence, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très cher. Parce qu'on tient vraiment à ce que le prix du stand soit le plus abordable, parce que les artisans et artisanes sont quand même dans des situations un peu précaires. Et donc, pour nous, c'est important que le stand reste abordable, même avec l'inflation. Et c'est vrai que, justement, se lancer en ligne, ça représente aussi un coût. Et justement, je dirais, si on n'a vraiment pas beaucoup de budget pour se lancer en ligne, dans ces cas-là, ça peut être bien de passer par des marketplaces. Parce que justement, en général, on ne paie pas forcément un abonnement. C'est juste des commissions sur les ventes qui peuvent être assez élevées, mais l'avantage, c'est que ça permet de tester l'appétence du produit, voir si des gens sont intéressés. Et potentiellement, si c'est le cas, là, créer son propre site avec un budget. Alors, selon son budget, il y a plein de plateformes existantes. Nous, dans notre cas, justement, chez ViveLab, pour les créatrices et artisanes, on a créé ce qu'on appelle l'offre créatrice, qui permet de bénéficier de moins 50% sur la première année d'abonnement à notre plateforme. Donc, par exemple, la première offre e-commerce qui s'appelle e-shop passe à 90 € l'année. Donc, ça permet de créer son site à moindre coût et de pouvoir commencer à développer son activité sur son site. Et potentiellement, du coup, la deuxième année, quand on paye l'abonnement plein pot, en général, l'activité est lancée, donc c'est beaucoup plus facile. Il y a une dimension très, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, sociale, en fait, dans votre approche.
quand je t'écoute parler. Un petit peu. Après, c'est vrai que nous, on tient à ne pas vilipender les personnes qui ne connaissent pas vraiment Internet et qui ne savent pas combien ça coûte et qui ne savent pas comment ça se passe. Pour nous, c'est très important de faire d'Internet une place accessible à tous et donc de pouvoir accompagner les personnes qui en ont besoin. Parce que pour Internet, c'est vrai que c'est un endroit important pour se développer. C'est important d'être visible dessus. Une activité qui n'est pas visible sur Internet, en général, a du mal à se développer. Enfin, rare exception, mais a du mal à se développer. Et pour nous, du coup, c'est important d'accompagner ces personnes-là. Alors, on parle beaucoup de la fracture numérique. Nous, on essaie un petit peu quand même de lutter contre ça, même si à notre échelle, on ne fait pas grand-chose finalement. Mais oui, il y a cet aspect qui est très important pour nous. Nous entendons beaucoup parler du référencement SEO. Est-ce que c'est indispensable ? Oui. En fait, le référencement naturel, le SEO, c'est le référencement qui est là même quand on n'a pas de budget pour faire de la pub. Donc forcément, c'est le plus important. Après, pour moi, le référencement naturel, c'est pas le plus important, dans le sens où il y a tellement de sites internet et quand on fait une recherche sur Google, il y a tellement de choix que c'est plus compliqué. Par exemple, nous, ViveLab, ou tous les commerçants qu'on connaît, en général, c'est pas parce qu'ils ont un bon SEO qu'ils vendent, même si ça aide, c'est parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont une newsletter, parce qu'ils vont à des événements, parce qu'ils ont des stratégies d'offres sur leur site, ils ont des relances, etc. Et c'est vrai qu'un bon référencement ne fait pas tout. Et d'ailleurs, c'est dur aujourd'hui de se différencier par son référencement naturel. Donc c'est pour ça que nous, on recommande toujours d'être présent un peu partout et de faire des efforts de communication le plus possible. Et du coup, dans votre offre d'agence, donc on a eu le petit spoiler, tu vas donner aux personnes qui vont venir chez toi aussi l'accompagnement sur tout ça, sur la création de contenu, sur la manière de déployer sur des réseaux sociaux, etc., etc. Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, on a senti qu'il y avait ce besoin de vraiment différencier ViveLab de l'agence, parce qu'en fait, tous les services qu'on peut proposer sont au-delà en fait, du site internet. À date, justement, dans certaines offres qu'on a, on a 3 heures d'accompagnement des clients et on leur dit qu'ils peuvent nous solliciter pour des aspects réseaux sociaux, pub, etc. Et c'est souvent sur ça qu'ils nous sollicitent. Et on s'est dit que ce serait bien de le mettre en avant. Parce que c'est tout bête, mais quand on n'a jamais utilisé Instagram pour vendre, c'est important que quelqu'un t'explique comment ça se passe, qu'est-ce qu'une story, qu'est-ce qu'un sticker, etc. Et comment les utiliser pour mieux interagir avec sa communauté, mieux vendre. Et oui, donc du coup, il y aura cet aspect-là dans l'agence, qui sera plus poussé. En fait, l'outil ViveLab, maintenant, c'est un outil pur et dur. Et il y a tout ce qui va aller à côté, qui va permettre aux gens de vendre, en fait. C'est ça. C'est vraiment... l'avantage, c'est que du coup, ceux qui sont déjà formés, parce qu'il y a des gens quand même qui connaissent, qui ont roulé leur boss sur Internet, du coup, ils pourront utiliser ViveLab sans jamais nous solliciter. Et puis pour ceux qui sont un peu plus hésitants, ils pourront nous solliciter soit pour la création du site, soit pour de l'accompagnement, soit pour quelques paramétrages d'outils, et ainsi de suite. Alors, quels indicateurs utilisez-vous pour évaluer la croissance et la réussite des entreprises que vous accompagnez ? Quel indicateur Est-ce qu'on vous demande des indicateurs déjà ? Est-ce que les gens s'attendent à ce que vous les accompagniez sur la croissance ou pas ? Alors, ils nous demandent, c'est des fois, en fait, comme ils viennent de créer leur entreprise, c'est des questions, je pense, qu'ils posent à beaucoup de monde, mais ils nous disent, est-ce que l'e-commerce, ça marche ? Est-ce que c'est important de faire de la pub ? Voilà, on m'a dit qu'il fallait absolument que je sois sur Instagram. Est-ce que c'est vrai ? C'est plus ça. On nous demande moins si la plateforme ViveLab fonctionne. C'est parce que finalement, c'est un éditeur de site comme un autre et tout dépend de ce que tu en fais. Mais c'est effectivement plus se rassurer sur est-ce que c'est normal que mon activité mette du temps à décoller. Et donc, nous, on leur partage un peu ce qu'on a pu constater chez nos clients. Et effectivement, dans les entreprises qui viennent de se créer, il faut compter souvent 6 mois, voire 1 an, pour que ça roule un peu, qu'il y ait un rythme, qu'il y ait des clients qui recommandent et ainsi de suite. Et pareil, pour les chiffres d'affaires, on leur explique qu'au début, il ne faut vraiment pas surstocker
parce que toute activité confondue, quelle que soit la plateforme, en général, quand on lance, on pense que tout le monde va nous acheter des trucs et tout le monde s'en fout. Et ça, c'est très dur de s'en rendre compte. Et du coup, parfois, on se retrouve avec des stocks en trop qu'on n'arrive pas à vendre. On est frustré, on a peur et du coup, on arrête. Et du coup, nous, on leur explique certains points et notamment le fait qu'une activité, ça se lance toujours doucement, sauf exception, sauf si on avait déjà une énorme communauté ou qu'on vend des produits très spécifiques, mais qu'il faut laisser du temps au temps et que finalement, c'est la persévérance et le fait de monter en compétence sur certains domaines qui vont faire de l'activité, normalement, une activité qui perdure. Combien tu as mis de temps, toi, pour être à l'équilibre, on va dire ? Ouf. Alors nous, en soi, alors en plus pour la petite histoire, quand on a créé ViveLab en 2017, c'était pas sur ce projet-là. C'était déjà un projet pour les entrepreneurs, notamment les développeurs, mais c'est un projet qui n'a pas vraiment éclos parce que c'était un projet qui était compliqué à vendre. Et donc quand on a pivoté, c'était fin 2019, début 2020, avec cette plateforme justement. Et aujourd'hui, on est à l'équilibre. Aujourd'hui, on a une équipe, etc. Mais ça a mis, je dis, un peu plus de 3 ans. 3 plus 2, ça fait 5. Bah oui, du coup, en tout 6 ans. Mais si on compte juste cette plateforme-là, enfin la nouvelle, en soi, c'est à peu près 3 ans. Ouais. Et tu pensais au départ que ce serait aussi compliqué ? Oui et non. Je pensais que certains points seraient compliqués. C'était finalement pas ça. Je dirais le plus compliqué, c'était de réussir à vendre. En fait, parce que le plus dur pour moi, c'était que j'avais le poste un peu de communicante marketing / commercial et à l'époque, j'étais extrêmement timide. Donc vraiment... Ça a changé. Oui, ça a changé, mais parce que j'ai appris avec l'expérience. Mais effectivement, vendre, c'est dur. Enfin, vendre son produit, bien le vendre, trouver la bonne cible, comprendre ce qu'elle te dit, se dire que tous les clients ne sont pas des bons clients, enfin que tout le monde n'est pas fait pour être ton client. Tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Effectivement, c'est vrai que l'entrepreneuriat, il faut le savoir, c'est dur. Mais c'est une belle expérience. Alors, pour répondre à la question qu'on a posée en tout premier, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore vendre en physique à l'heure du Web 3.0 ? Bien sûr. Après, c'est vrai que ça, moi, j'ai pas de chiffres, mais c'est une constatation que j'ai faite justement quand il y a eu, à la fin du confinement, il y a eu un boom des marchés. Et c'est pas un hasard si les Marriott se sont créés, si d'autres initiatives se sont créées, c'est que les gens voulaient acheter en physique, les gens voulaient se rencontrer. Et aujourd'hui, finalement, pour les créatrices ou les commerçants, il y a souvent cet aspect physique qui est important. Même les marques qui ont pourtant un e-shop hyper bien fait, elles essaient de faire des événements. Pourquoi ? Pour aller à la rencontre des gens. Donc, pour moi, l'e-commerce dépend de ces événements physiques. En fait, tu as réuni le meilleur des deux mondes. J'espère. Ça. Caroline, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci à vous. Bravo pour, en tout cas, tout ce que tu fais. C'est vraiment très cool. C'est très gentil. Merci à vous pour l'invitation. Le 12-12 Game Changer.